Le timbre, c'est ce qui différencie de deux instruments qui jouent la même note. Et si on sait si facilement identifier que plusieurs notes différentes jouées par une clarinette viennent bien d'une clarinette, mais que la même note jouée par un piano et par une clarinette, et je ne pense pas au côté transpositeur de l'instrument, se différencie si parfaitement, c'est par le timbre. Et puis le timbre, d'où vient-il? Il vient d'une physique particulière qui est propre à chaque instrument de musique, et je vais vous parler assez longuement des instruments à vent, un petit peu plus brièvement des instruments à cordes, et malheureusement j'aurai un transparent sur les instruments à percussion, parce que c'est plus compliqué, mais je vous dirai en quoi c'est plus compliqué, ce qui différencie très fondamentalement les instruments à percussion des instruments à cordes et à vent. En gros, les instruments à cordes et à vent sont des instruments harmoniques qui produisent un fondamental et des harmoniques, les harmoniques étant toutes équidistantes, elles sont toutes des multiples des fréquences fondamentales qui définissent la hauteur tonale du son, alors que dans les instruments à percussion, il y a bien plusieurs fréquences présentes dans le signal, mais elles ne sont pas équidistantes, ce qui pose des problèmes particuliers dans l'utilisation des percussions dans la musique. Alors, le son musical, comme je l'avais dit la fois passée, un son est caractérisé par une variation, une fluctuation de la pression autour de la pression atmosphérique. Et cette fluctuation de pression, elle est petite, elle est rapide. Et quand on enregistre un son, en fait, ce qu'on fait, c'est enregistrer sur une certaine durée la manière dont cette pression passe alternativement au-dessus et en dessous de la pression atmosphérique. Et vous avez ici un signal qui correspond à une note jouée dans des conditions très parfaites à la guitare. C'est une note relativement simple. Et vous ne distinguez pratiquement pas les différentes montées et descentes, tellement elles sont proches l'une de l'autre. Donc pour voir un petit peu ce qui se passe, on va faire un zoom. Et je vais d'abord zoomer dans la zone 1, qu'on appelle le corps du signal. Et puis tout à l'heure, je reviendrai sur les autres zones du signal. Quand on regarde ce qui se passe donc dans cette zone à peu près au milieu du signal sonore, c'est un signal qui est court, qui est au total c'est quelques secondes d'enregistrement, juste le temps de faire sonner la note et puis de la laisser mourir, eh bien on se rend compte quand on zoome que la pression passe alternativement au-dessus et en dessous de la pression atmosphérique qui fournit la référence, et que cette variation se fait suivant suit un motif bien particulier qui se répète un très grand nombre de fois à l'identique, pratiquement sans variation. Ça, c'est une caractéristique de cette partie centrale du signal sonore qu'on appelle le corps, qui est cette répétition. Dans le cas d'une guitare, on a un signal qui est très très simple, et encore, comme je le dis, dans des conditions d'enregistrement relativement parfaites où on essaye d'avoir un signal simple. Si on prend un piano, eh bien, on a un motif qui se répète. Là, c'est la même note qui est jouée à la guitare et au piano, en vert et en bleu. Et vous voyez que ces deux signaux ont un motif de même durée, mais un motif beaucoup plus compliqué pour le piano. C'est déjà un des éléments du timbre, c'est ce motif particulier de variation de la pression et que je vais tenter d'expliquer. Donc, je vais utiliser un signal parfait, qui est en fait un signal synthétique, pour montrer en quoi ce signal est caractéristique du timbre et comment on peut le décrire mathématiquement. Donc, si je fais un zoom sur ce signal, vous voyez qu'un motif a une certaine durée qu'on appelle sa période, qu'on représente toujours par la lettre T majuscule, et la fréquence du son eh bien, est l'inverse de la période. Si le signal se répète, si ce motif se répète toutes les millisecondes, vous avez un signal d'une fréquence de 1000 Hz. 1 sur 1000, c'est 1000 Hz. Donc, la période, c'est le temps qu'il faut attendre pour que le signal repasse exactement par les mêmes valeurs. La fréquence, qui est la quantité physique qui est associée à notre sensation de hauteur du son, du grave à l'aigu, est l'inverse de la période. Et je vous avais montré la fois passée, je les reprends, que en fait un signal comme celui-là, qui se reproduit à l'identique de façon continue, avec un motif qu'il soit simple ou qu'il soit compliqué, peut toujours s'analyser
comme la combinaison d'une série de signaux particulièrement simples qu'on appelle les sons purs ou des signaux sinusoïdaux. Donc vous avez ici un signal qui est sinusoïdal, la pression monte, descend avec une régularité parfaite. Sur ce diagramme, vous allez voir apparaître successivement 4 signaux sinusoïdaux, de périodes progressivement de plus en plus petites, et vous verrez sur la courbe du haut le résultat de l'addition de ces différents signaux. Donc vous avez ici un signal de période grand T, de fréquence 1 sur T, auquel je vais ajouter un signal dont la période est moitié, donc dont la fréquence est double, et vous voyez qu'en ajoutant ce deuxième signal, le signal total commence à prendre une forme plus intéressante. Si je rajoute maintenant une autre composante, je t'en prie, vas-y. Bonjour. Vous pouvez y aller, hein. Il y a encore des sièges. Je ne pense pas qu'il y en ait encore dans la salle, mais vous pouvez le mettre ici. Ça ira pour la vidéo, là? Il vaut mieux pas? Demandez à monsieur de ne pas bouger. Pas donner des grands coups de pied dans la caméra. Donc vous rajoutez un son de fréquence double, vous voyez que le signal prend une forme qui devient plus intéressante, vous rajoutez une composante dont la période est un tiers de celle du signal de départ, ça se complexifie encore, et au fond vous arrivez maintenant simplement avec 4 composantes de fréquence F, le fondamental, c'est ce qui fixe la hauteur tonale du son, puis des composantes harmoniques à des fréquences 2F, 3F, 4F, en combinant 4 sons purs, eh bien vous arrivez à créer une forme qui est déjà intéressante. Ça, c'est ce qu'on avait vu la fois passée, c'est ce qu'on appelle la synthèse sonore additive. Vous prenez des sons purs et vous ajoutez d'autres sons purs dont les fréquences sont dans des rapports entiers avec celles du fondamental, et vous construisez comme ça, touche par touche, un signal qui est plus intéressant. Alors, la synthèse, bon, c'est bien de pouvoir prendre des briques et avec les briques de construire un mur, mais en fait, on peut aussi faire l'inverse. On peut partir d'un signal réel et faire ce qu'on appelle une analyse de Fourier. Et Fourier, dont je vous parlerai, je vous dirai 2 mots tout à l'heure, a vraiment trouvé quelque chose d'absolument remarquable et démontré que tout signal périodique, quel qu'il soit, peut toujours, pour autant qu'il soit suffisamment continu, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, mais tout signal périodique, donc qui est constitué d'un motif qui se répète régulièrement dans le temps, peut toujours être décomposé en une série de sons purs, de signaux qu'on appelle monochromatiques, à une seule fréquence. Et juste pour mettre quelques équations dans la présentation, donc une fonction périodique, c'est une fonction P de t telle que à tout instant t, si je me décale de la période grand T, eh bien je retrouve mon signal de départ. Eh bien pour toute fonction périodique, tout signal périodique, je peux toujours l'écrire comme une série, donc une somme de termes qui sont très simples, des sinus ou des cosinus, dont on va dire la fréquence, dont la pulsation est un multiple de la fréquence de la pulsation du fondamental, et simplement, en fonction du type de signal, j'aurai des amplitudes différentes, et c'est une première composante importante du spectre. Et on peut les calculer, bon ça paraît compliqué, barbare, mais ça ne l'est pas tellement. En fait, si vous connaissez le signal de pression, comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, vous les multipliez soit par sinus, soit par cosinus, vous calculez l'intégrale sur une période et vous trouvez ces coefficients. Donc les ordinateurs font ça très facilement et depuis des générations, les physiciens disposent d'outils pour faire ce qu'on appelle de l'analyse de Fourier, c'est-à-dire prendre un signal périodique complexe et le décomposer en différents éléments. Donc un son musical en première approximation, si on se concentre sur le corps du signal, est composé d'un son pur à une fréquence déterminée, son fondamental, et d'une série d'harmoniques. Et j'avais montré la fois passée que c'est la distance, c'est-à-dire le rapport de fréquence entre ces harmoniques, qui définissent les intervalles fondamentaux de la musique. L'octave, c'est le rapport entre l'harmonique 2 et le fondamental.
J'appelle harmonique 2 la composante de fréquence 2F. La quinte, c'est le rapport entre l'harmonique 3 et l'harmonique 2. La quarte entre l'harmonique 4 et l'harmonique 3. On a encore la tierce majeure, 5K, la tierce mineure, 6 cinquièmes, la seconde majeure, 9 huitièmes. Et puis on peut les combiner comme on le souhaite, par exemple, pour produire des sixtes 5 tiers. Je ne reviens pas sur ce sujet. Ça, c'est quand on construit une gamme en utilisant ces intervalles naturels, on obtient ce qu'on appelle une gamme de Zarlino. Et puis, on a vu la fois passée que cette gamme posait des problèmes, que Pythagore l'avait simplifiée en se contentant d'utiliser dans tous ses nombres ceux qui étaient des puissances de 2 ou des puissances de 3, et puis qu'au XVIIIe siècle, on avait uniformisé et simplifié le système en utilisant une gamme qui était basée sur des nombres irrationnels, qui était la racine 12e de 2, mais je ne reviens pas là-dessus. Alors ça, on n'avait pas vu la fois passée une représentation. Je vais rapidement revenir sur le transparent précédent. Donc ce signal-ci, la représentation du son la plus physique, c'est l'enregistrement de son signal. C'est la variation de la pression dans le temps. Mais quand vous regardez un signal comme ça, en tout cas moi, je ne suis pas vraiment capable de dire à l'œil quelle est la fréquence du fondamental, s'il y a beaucoup d'harmoniques, s'il y en a peu, quelle est l'amplitude des différentes harmoniques. Mais grâce à l'analyse de Fourier, on connaît ces harmoniques. Et donc, on va souvent représenter un signal sous la forme de ce qu'on appelle un spectre. Le signal que j'ai choisi d'étudier, il a 4 composantes. Son fondamental est à 100 Hz. Donc, les harmoniques que j'ai retenues sont à 200, 300 et 400 Hz. Et le diagramme, en fait, en bâtonnet, me montre simplement qu'il y a 4 composantes, à quelle fréquence ces composantes apparaissent et quelle est l'amplitude de chaque composante. Alors les ingénieurs et puis les professionnels du son aiment beaucoup travailler avec des spectres parce que ça, peut-être pour vous c'est moins évident, mais en tout cas ça donne tout de suite beaucoup plus d'informations sur le son. Ça nous dit à quelle fréquence, combien d'harmoniques et quel est l'équilibre entre les différentes harmoniques. C'est ce qu'on appelle le spectre. Alors bon, j'imagine ou j'espère que c'est pour des raisons un petit peu mystiques. Le spectre, il est présent dans le son, il est là, mais on ne le voit pas, un petit peu comme un fantôme. Donc je reprends un transparent de la fois passée, et je compare de nouveau le La à la guitare et le La joué au piano. C'est bien la même note parce que les motifs ont la même durée, c'est la même période, donc c'est la même fréquence, c'est la même note. Par contre, le motif est différent, donc le spectre est différent et le timbre est différent. Alors ça c'est très bien, mais ça n'explique qu'une partie du signal qui est le corps du signal. La partie centrale. Or, la partie centrale, elle est intéressante, mais elle n'est pas très intéressante. Si je vous faisais entendre un son en enlevant cette partie-ci, en enlevant cette partie-là, et en faisant simplement durer cette partie centrale plus longtemps, vous me diriez, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas une guitare, ce n'est pas musical, ce n'est pas beau. Majo, il y a... Ah oui, il y a pas... Je peux ouvrir la fenêtre derrière moi aussi. Ça va faire du bruit. C'est vrai que c'est un exposé sur la musique, pas sur le bruit. Donc, si je vous faisais entendre un signal qui n'était qu'une version étendue du corps, vous me diriez c'est absolument pas musical. Alors, qu'est-ce qui se passe de particulier dans la zone 2 ou dans les autres zones ? Si vous regardez la zone tout au départ, c'est ce qu'on appelle l'attaque du son. Vous voyez que le son, il ne passe pas instantanément de rien du tout, le silence, à une zone stabilisée qui est le corps du signal. Il commence doucement, il monte de façon un peu, je ne vais pas dire chaotique, mais de façon assez rapide et brutale, puis il redescend, puis il remonte. Et vous voyez peut-être que ce que j'ai appelé le motif, donc la variation de la pression, est très découpé, très complexe, contient des composantes à haute fréquence. Et l'analyse de l'attaque est extrêmement compliquée. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut savoir que notre oreille est extrêmement sensible à l'attaque du son et une bonne partie du timbre du son provient justement de la forme particulière de cette partie initiale du signal qu'on appelle l'attaque. Dans la création de sons synthétiques aujourd'hui avec certains types de synthétiseurs, on peut s'amuser par exemple à combiner l'attaque d'une clarinette avec le corps d'un piano. Ça fait des sons particulièrement étonnants.
et parfois très trompeur parce qu'on ne sait pas si c'est un piano ou une clarinette. C'est même souvent plutôt une clarinette qu'un piano. Je veux dire, c'est plutôt l'attaque qui détermine la reconnaissance de l'instrument que le corps. Alors, je vous dis, c'est difficile de rentrer dans tous les détails de la forme du signal et de ce qui définit le timbre. Je vais m'arrêter simplement au concept d'enveloppe. C'est-à-dire que si je regarde de nouveau le signal entier depuis le départ jusqu'au moment où son niveau est devenu imperceptible, eh vous voyez qu'on peut, et c'est un tout petit peu caricatural, décomposer le signal en 4 étapes. Et ces 4 étapes portent les lettres A, D, S, R. Dans la phase A, phase d'attaque, le son part de rien, de zéro. Les fluctuations apparaissent, s'amplifient, jusqu'à atteindre un niveau maximum ici. Donc cette petite partie initiale, c'est ce qu'on appelle l'attaque. Pour la plupart des instruments, évidemment toute généralisation est fausse par définition, mais pour la plupart des instruments, après la phase d'attaque, vous allez avoir une phase de décroissance de l'amplitude des fluctuations de pression. C'est la phase D, decay en anglais ou décroissance en français. Puis on rentre dans la partie que j'ai analysée tout à l'heure, qui est la partie stable du signal. La lettre S est là pour stable, stabilité, sustain en anglais. Et puis à un moment donné, le son s'épuise, je dirais, la vibration par exemple des cordes ou la vibration de la colonne d'air dans un instrument avant a tendance un peu à s'épuiser. Et on va avoir une phase qui est assez importante de décroissance de l'amplitude des fluctuations. C'est ce qu'on appelle la phase de relâchement ou la phase de release. Et au fond, comme je le disais, dans pratiquement tous les sons musicaux, vous allez avoir ces 4 phases, et c'est pour ça que de nouveau dans des synthétiseurs, je montrerai une image tout à l'heure, vous avez la possibilité de créer votre fenêtre ADSR, de l'étirer, de faire une attaque plus longue, de le faire monter plus haut en phase d'attaque, descendre plus ou moins rapidement, faire durer le sustain, faire décroître les choses plus rapidement dans la phase de relâchement, ou au contraire plus longtemps. Donc tous les paramètres qui définissent cette courbe sont importants. Alors, je vais dire, et c'est une approximation évidemment, que cette enveloppe est une caractéristique importante du son. On a vu la caractéristique contenu spectral du signal, du corps du signal, et là vous avez un deuxième élément, c'est comment le corps du signal est comme formé, mis en forme par cette enveloppe, et je vais m'intéresser particulièrement à l'enveloppe ADSR. Donc, dans cette première partie, ce que je cherche à faire finalement, c'est à vous donner un modèle du son musical. Et première définition, un son musical est un signal, un son polychromatique, c'est-à-dire formé de plusieurs fréquences, toutes multiples d'un même fondamental. Et ce signal, qui est par nature infini, est tronqué, limité dans le temps et modulé par ce qu'on appelle une fenêtre ou une enveloppe, dont le polygone ADSR est l'archétype, ou plutôt une version simplifiée, réduite, mais qui permet de situer les idées. Question, quelle est l'influence de cette fenêtre, de cette modulation du signal par une fenêtre? Alors, pour simplifier les choses, je vais étudier une fenêtre plus simple que l'ADSR, je vais étudier une fenêtre rectangulaire. Vous voyez ici au-dessus toujours mon même signal de référence, qui se répète à l'infini. Et en fait, ce que je voudrais étudier, c'est un extrait de ce signal qui est précédé par du silence et suivi par du silence. Et ça peut vous paraître un petit peu compliqué, mais plutôt que de parler de signal tronqué, on va plutôt dire qu'on observe le signal, qui est complet, au travers d'une fenêtre qui ne laisse passer, je dirais, que, en l'occurrence, 5 périodes. Quelle est la différence entre le son du signal complet et le son du signal fenêtré ou tronqué? C'est ça que je vais vous montrer. Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas encore armé pour étudier ce genre de signal, parce qu'on a un signal qui n'est plus périodique. Vous avez une durée infinie de silence, 5 périodes de son, et puis de nouveau une durée infinie de silence. Donc rien ne se répète. Alors je vais un petit peu tricher, et je vais créer le signal qui est ici. C'est-à-dire que je crée un signal qui est périodique, qui est constitué de 5 périodes du signal original de silence,
5 périodes de son, 5 périodes de silence, et puis de nouveau 5 périodes de silence, 5 périodes de son, 5 périodes de silence, etc. Là, j'ai un signal qui est périodique. J'ai un signal qui est périodique, mais qui n'a plus la période du signal original. Il se répète au bout de 15 périodes du signal original. 5 de silence, 5 de son et 5 de silence. Mais là, par contre, on est armé pour étudier ça, parce que Fourier, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il regarde les choses de l'extérieur, il dit ça, c'est un signal périodique, 2 périodes 15T. Le signal original avait un fondamental de 100 Hz et contenait les harmoniques 100, 200, 300, 400. Le signal intermittent, produit par ce signal intermittent, lui a un fondamental qui est de 1/15 de 100, c'est-à-dire de 6,66 Hz, et il va contenir les harmoniques qui sont des multiples de ceci, c'est-à-dire en valeur arrondie, 7, 13, 20, 27, etc. Le fait d'avoir inséré des périodes de silence dans le signal fait que la fréquence fondamentale passe de 100 Hz à 7 Hz et que le nombre d'harmoniques, je n'en avais que 4 dans le signal original, augmente considérablement. Et donc ce que j'avais fait, qui était d'additionner des signaux monochromatiques, des signaux sinusoïdaux, des sons purs, pour recréer un son complexe, je peux le faire ici. Et ce que vous allez voir dans la suite de ces diagrammes, c'est le signal que j'essaie de reconstituer, silence, son, silence, et progressivement en bleu, vous allez voir apparaître la somme d'un certain nombre de sons purs de fréquences 7, 14, 21, etc. Et vous allez voir un peu par magie apparaître le signal rouge. Donc on commence par la première composante qui est à une fréquence de 6,66 Hz. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien. Effectivement, on peut comprendre que ce signal-ci ne contient pas beaucoup de très très basses fréquences, mais il y en a quand même un petit peu pour la simple raison que ce signal n'est pas symétrique. Vous voyez que je ne peux pas couper en deux ici et replier le signal sur lui-même, donc j'ai besoin de cette composante, elle va jouer un rôle. Alors je ne vais pas faire des commentaires sur chacune d'elles, mais là je rajoute la composante à 14, 21. Bon, il ne se passe rien de très intéressant. 4, 5, 6, 7, 8 fois la fréquence du fondamental. 9, 10. On se demande si ça va marcher. 11, 12, 13. Alors, pourquoi est-ce que je compte et je m'arrête bien à 13 ? C'est un peu évident que, puisque le signal a une période de 15 fois la période du fondamental, quand j'arriverai à la période de ce motif-là, c'est-à-dire à 15 fois la période de celui-ci, un 15e de la période de celui-ci, eh bien, je vais voir quelque chose d'intéressant apparaître. Et effectivement, là, on commence à se dire qu'on a quelque chose, et là, franchement, c'est déjà pas trop mal. J'ai presque du silence, j'ai 5 oscillations, et puis de nouveau, presque du silence. C'est pas trop mal. Alors, à partir de maintenant, ce que vous allez voir dans les dessins suivants, chaque fois qu'on rajoute des harmoniques supplémentaires, il va y avoir une lutte entre deux choses. D'un côté, ces harmoniques sont là pour essayer de créer les zones de silence à gauche et à droite, mais par ailleurs, elles essayent aussi de faire en sorte que la partie intéressante se rapproche de la réalité. Et vous verrez que parfois, c'est le silence qui gagne sur la musique, mais in fine, tout le monde sera content et le signal va être celui qu'on souhaite. Donc vous voyez là, on améliore le silence, mais on n'améliore pas vraiment la forme du signal. Et puis on continue progressivement. Là, il ne se passe pas grand-chose. Ah, là, il commence à se passer des choses intéressantes. On est près de l'harmonique 30. Donc, l'harmonique 30 du signal modifié, c'est comme l'harmonique 2 du signal complet. Là, il commence à se former. On a quelque chose. Et puis, on continue progressivement. Il ne se passe pas grand-chose. Et puis, là, de nouveau, il se passe quelque chose. Et miraculeusement, en ajoutant ces composantes purement sinusoïdales, eh bien, on recrée progressivement non seulement le signal, mais on crée aussi le signal. Et quand on a additionné une centaine d'harmoniques, c'est-à-dire beaucoup plus dans le signal de départ, on n'en avait que 4, là on en a 100, eh bien vous voyez qu'on a pu, par cette somme de sons purs, reconstituer le signal. Alors bon, je ne sais pas si c'est utile, mais je l'avais mis 2 fois, je vous montre en version accélérée comment l'addition des sons
finit par produire le signal. Alors, en termes de spectre, les choses ont changé de façon radicale. Tout à l'heure, le spectre ne montrait que 4 composantes. Maintenant, au contraire, j'ai un beaucoup plus grand nombre de composantes. Là, le fondamental était à 100 Hz, donc j'avais 100, 200, 300, 400. Ici, le fondamental est à, disons, 7, 6,66, et je vais trouver 7, 14, 21, 28, etc. Donc j'ai beaucoup plus d'harmoniques. Les harmoniques d'ordre 15 sont dominantes, on l'a vu tout à l'heure, évidemment, c'est elles qui donnent leur forme au signal, et on peut dire en quelque sorte que toutes les autres sont plutôt là pour assurer le silence avant et après, et que les harmoniques 15 et autour de 15 sont là pour donner leur forme au signal. Vu le choix très particulier que j'ai fait de 5 périodes de silence, 5 périodes de son et 5 périodes de silence de nouveau, bon, petite particularité, vous voyez que toutes les harmoniques qui sont multiples de 3 ne sont pas présentes, elles sont manquantes, donc les harmoniques vont par paire, ça ne vaut pas vraiment la peine qu'on s'y attarde trop longtemps. Alors là, je représente le spectre complet qui se situe pour les parties qui nous intéressent entre 0 et 500 Hz. Pour mieux voir ce qui se passe, je fais simplement un zoom, juste pour un instant, sur les fréquences entre 0 et 200 Hz. Donc maintenant, j'ai un signal intermittent qui est constitué chaque fois de 10 périodes de silence, 5 périodes de son. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente le silence ? Si je passe maintenant de 10 périodes de silence à 20 périodes de silence, vous voyez que simplement j'ai le fondamental qui est encore plus bas et j'ai un plus grand nombre d'harmoniques. Si je passe à 50 périodes de silence, il y a encore plus d'harmoniques, donc de plus en plus de composantes spectrales et un spectre de plus en plus riche. Et finalement, si je passe à l'infini, il se passe quelque chose de passionnant, c'est que le spectre qui était discret, j'avais un nombre que je pouvais compter d'harmoniques, dénombrées d'harmoniques qui étaient toutes bien distinctes l'une de l'autre, même si elles devenaient de plus en plus proches. Et tout d'un coup, je me retrouve, quand je passe à l'infini, avec des harmoniques qui sont infiniment proches et où chacune a une amplitude infiniment petite. On est passé d'un spectre discret à un spectre continu. Et si je veux savoir quelle est l'amplitude du signal à une fréquence déterminée, je dois me donner un petit intervalle infinitésimal et la quantité d'énergie, je dirais, ou l'amplitude de l'harmonique dans cette toute petite bande de fréquence infinitésimale, c'est le produit de la hauteur de la fonction PF fois DF. Donc dans un signal qui est tronqué, une période infinie de silence, le signal qui apparaît et puis qui disparaît, son spectre n'est plus un spectre discret, ça devient un spectre continu. Et si je regarde, excusez-moi, et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, les séries de Fourier que j'ai très très rapidement introduites tout à l'heure deviennent ce qu'on appelle une transformée de Fourier, c'est-à-dire que cette fonction de la fréquence qui caractérise le spectre du signal s'obtient en prenant l'intégrale du signal original fois une fonction exponentielle 2 pi ft, et il manque évidemment un dt, j'ai fait ça un peu rapidement. Donc là, je regarde de nouveau le spectre complet. Vous voyez le spectre du signal qui va de 0 à 500 Hz. Vous voyez en rouge le spectre du signal original, et vous voyez qu'il n'y a franchement pas beaucoup de rapports, enfin il y a des rapports, mais il y a une grande différence entre le spectre du signal continu, qui n'avait que 4 composantes, et le spectre du signal fenêtré, qui contient beaucoup plus de fréquences dans des proportions variées. Alors, ce spectre, il a une forme, on peut l'observer comme ça, mais on peut aussi essayer de comprendre comment il est construit. Et en fait, vous voyez que vous aviez pour le spectre discret 4 composantes, et au fond, le spectre continu, il est construit à partir de ces 4 composantes en additionnant à chaque composante une fonction bien particulière qui présente un pic juste à cette fréquence-là. Et effectivement, si j'additionne, si à 100, 200 et 400 Hz, j'additionne chaque fois la même fonction, je reconstitue mon spectre complet. Et en fait, le spectre d'un son tronqué est obtenu à partir du spectre d'un son continu
en reproduisant à chaque fois une fonction qui est caractéristique de la forme de la fenêtre. Et cette fonction-ci, c'est ce qu'on appelle, c'est la transformée de Fourier d'un signal rectangulaire. Donc, c'est une fonction de la fréquence qui est bien caractéristique de la forme de la fenêtre. Et si j'avais utilisé une fenêtre de forme un peu plus compliquée, j'aurais eu le même schéma de construction, c'est-à-dire la même fonction répétée à 4 endroits différents et qui s'additionne. Simplement, la forme de la fonction aurait été différente. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu, enfin qui connaissent les mathématiques, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a remplacé le signal original P de t par un signal fenêtré P bar de t en le multipliant par une fonction qui vient le cadrer, en extraire une partie. Et quand on multiplie deux signaux l'un par l'autre, eh bien, et qu'on passe dans le domaine des fréquences pour avoir un spectre, malheureusement, le produit ne reste pas un produit, ça devient ce qu'on appelle un produit de convolution, et vous avez donc le spectre du signal tronqué, qui est le produit de convolution du spectre associé à la fenêtre et du spectre original du signal. Ce W de oméga, c'est la fonction que j'indique ici. Le P de oméga, ce sont les barres, et vous avez ici le P bar de oméga. Donc, je peux maintenant aller un peu plus loin dans mon modèle du son musical. C'est un son polychromatique qui est tronqué par une fenêtre, mais la fenêtre a son propre spectre qu'elle vient greffer sur chaque composante spectrale du signal original. Le spectre qui était discret devient continu, et donc la fenêtre, la forme du signal entre le silence d'avant et le silence d'après, joue un rôle fondamental dans la définition du timbre. Et bon, je vous le disais, j'aurais pu mettre le transparent à un autre endroit. Voilà un logiciel de synthèse sonore, et vous voyez que vous pouvez, à volonté, changer la position de différents points et créer une enveloppe de type ADSR, et puis avec ça, construire des signaux synthétiques. Alors, j'en ai bientôt fini avec cette première partie sur le son musical. Je voudrais juste rajouter encore deux éléments, parce que ça ne suffit pas. Donc, on a le contenu harmonique de départ, et puis la forme de la fenêtre. Il y a encore deux composants qui jouent un rôle important. Le premier, ce sont les battements. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un battement ? Ceux d'entre vous qui jouent de la guitare ou d'instruments à cordes qu'il faut accorder soi-même connaissent bien le phénomène. Quand on essaie d'accorder une guitare en jouant par exemple un sol sur les deux premières cordes, un la sur les deux premières cordes, pardon, eh bien, plus on se rapproche de l'accord parfait, plus on sent son manche qui vibre, et qui vibre très lentement et avec une relativement grande ampleur. On sent vraiment ce son qui apparaît. Peut-être le mieux, c'est de montrer tout de suite une vidéo, ça vous donnera une idée de ce que j'appelle battement. Puis je donnerai l'explication après. Donc là, vous avez deux... Alors, je vais peut-être mettre un peu plus fort. En fait, on a... Malheureusement pas pu avoir accès à la... Je ne sais pas si vous l'entendez, mais normalement le son, en fait, quand on écoute deux sons qui sont très proches l'un de l'autre en termes de fréquence, l'amplitude du son varie à un rythme très très lent qui est égal à la différence des fréquences. C'est ce que vous voyez ici. Si je prends deux signaux, deux sons purs, dont les périodes sont très voisines l'une de l'autre. Il y en a une qui a simplement une période, une fréquence qui est 5% plus élevée que la fréquence de la référence. Eh bien, quand vous les combinez, vous obtenez un signal qui a une période qui est très très grande, puisque la période du fondamental sera 20 fois plus élevée que la fréquence ici. Vous voyez que l'amplitude du son varie sur de grandes échelles. Alors c'est quelque chose, par exemple, auquel les pianos sont particulièrement sensibles, puisque chaque note du piano est jouée par plusieurs cordes qui sont mises en parallèle. Si ces cordes ne sont pas parfaitement accordées l'une par rapport à l'autre, qu'il y a une toute petite différence, plus cette différence est petite, plus le phénomène sera lent et facile à repérer.
Donc des battements, vous en avez toujours les instruments de musique. Le battement, ça s'apparente un petit peu au mécanisme, au phénomène optique de moiré. Quand vous prenez deux réseaux de lignes alternativement blanches et noires, et que vous les superposez avec un certain angle, vous voyez apparaître des lignes, une alternance de lignes claires et de lignes foncées. Vous pouvez faire ça à la maison avec deux peignes, vous mettez deux peignes l'un sur l'autre, vous les décalez un petit peu, vous voyez des bandes blanches et des bandes noires qui apparaissent. C'est aussi vrai dans les rideaux et les voilages, on voit ces très belles formes un peu bizarres qui apparaissent. Et la distance entre les bandes, entre deux bandes foncées, la distance D1 ici, est d'autant plus grande que l'angle, le décalage en termes d'angle des deux réseaux est petit. Donc c'est aussi un outil, les moirés, pour créer des alignements parfaits. Et donc en musique, c'est un outil pour créer des accords, enfin un accordage pratiquement parfait. Donc le battement vient rajouter une modulation très très lente sur le signal musical. Et puis vous avez le phénomène des sons résultants. Alors juste un petit mot, mais je suis obligé de passer rapidement là-dessus. L'acoustique est essentiellement une science linéaire. La linéarité en physique veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que quand on a un phénomène, la cause d'un phénomène, j'appuie avec une certaine force de 10 kg sur ce meuble, eh bien il va se déplacer de, je sais pas, un dixième de millimètre. Si j'appuie avec 20 kg, il va se déplacer de 2 dixièmes de millimètre. Il y a une proportionnalité entre l'effet et la cause. Et d'autre part, si j'ai deux causes différentes, et elles agissent séparément sur le système, elles produisent chacune un effet donné, et bien quand elles agissent conjointement, le résultat est la somme de l'effet des deux. C'est ce que je symbolise ici par ce P1 avec un petit plus spécial, plus entouré, P1 plus P2. L'effet conjoint de P1 et P2, c'est simplement P1 plus P2. Malheureusement, ou heureusement, les instruments de musique ne sont pas parfaitement linéaires et notre oreille n'est pas parfaitement linéaire. C'est-à-dire qu'à la réponse principale à la combinaison de deux sons, qui est simplement la somme des deux sons, vous avez une toute petite composante qui est proportionnelle au carré de la somme des deux sons. Donc la linéarité, elle est associée au premier degré. Dès qu'on n'a plus du premier degré, qu'on a des puissances ou autre chose, on est dans le monde de la non-linéarité. Et quand vous additionnez des sons et qu'il y a une composante non linéaire, vous avez des harmoniques supplémentaires, ce qu'on appelle des sons résultants qui apparaissent. C'est-à-dire que non seulement si vous avez un son de fréquence 100 et 200, vous allez retrouver ces deux composantes, mais vous allez aussi trouver la différence entre eux. 200 plus 100, vous allez trouver du 300, du 400, etc. Alors, moi je ne suis pas du tout musicien et encore moins organiste, mais pour ceux qui le sont, j'ai trouvé dans un article écrit par mon prédécesseur à l'ULB, Jean Bosquet, qui était un très bon acousticien, mais aussi un très bon organiste. Il cite l'utilisation qu'on peut faire de ces sons résultants dans une pièce pour orgue de Bach, la fantaisie en sol, où, je reprends ces termes, à la mesure 66, vous voyez apparaître ici un si grave qui suit le si à l'octave. Et en fait, ceci n'apparaît pas sur le clavier des orgues. En général, le clavier des orgues s'arrête au do. Or, comment le jouer ? Eh bien, pour obtenir ce si grave, dit Bosquet, donc en dessous du do le plus bas du clavier, il suffit de maintenir le si le plus grave qu'on peut jouer, celui-ci, de l'accompagner d'un fa dièse qui est une quarte plus haut, et, dit Bosquet, l'effet est saisissant. On voit apparaître ce qu'on appelle le son cubique, qui est la différence entre deux fois la fréquence du fa dièse et la fréquence du si grave, et cette différence, puisque la carte est à 3/4 de F2, vous pouvez faire le calcul, vous voyez que vous produisez en jouant deux notes aiguës, plus aiguës, grâce au son résultant, vous produisez le son que vous vouliez, qui est une octave plus bas que celui que vous vouliez jouer. Donc ces sons résultants, ils sont importants. Donc j'en arrive maintenant à la fin de la première partie. Le son musical est constitué au point de départ, ce qui fait qu'on repère la hauteur de la note, c'est simplement la fréquence du fondamental. Le timbre est caractérisé à la fois par le contenu harmonique et par la modulation du signal qui est apporté par la fenêtre, par exemple une fenêtre ADSR,
Et les phénomènes de battement, c'est-à-dire de fréquences très proches qui proviennent d'un désaccordage ou qui proviennent simplement de battements entre des harmoniques élevées de notes graves et des notes aiguës qu'on joue simultanément, et les sons résultants que je viens de présenter, qui proviennent de la non-linéarité de l'instrument et ou de la non-linéarité de l'oreille, complexifient encore le timbre. Et en ayant dit ça, je n'ai encore pas tout dit sur la complexité du timbre, mais je pense que je vous ai donné des éléments pour comprendre ce qui fait la différence entre différents instruments. Alors j'ai mis l'accent sur la représentation qui contient toute l'information mais peu accessible qui est le signal, et sur le spectre. Il y a une autre représentation qu'on appelle un sonagramme et qui aussi permet en une image de bien visualiser tout ce qui le son. En fait, là c'est un enregistrement d'une seule note jouée au piano. Un sonagramme montre les fréquences sur un axe vertical, ici un axe logarithmique, et le temps se déroule le long de l'axe horizontal. Vous voyez apparaître une série de bandes dont la brillance représente l'intensité du son. Donc le son, à un instant donné, il est représenté par une coupe comme ceci, et vous voyez que vous avez des fréquences qui sont très présentes, des fréquences qui sont pratiquement absentes, des fréquences très présentes, et puis on monte progressivement. Ça correspond pour un son, une note unique, au fondamental et à tous les harmoniques du son. Et comme le signal se déroule dans le temps comme ceci, eh bien vous pouvez voir que, c'est un peu difficile à cette échelle-là, mais que tous les harmoniques n'apparaissent pas exactement en même temps. Donc ça, c'est le phénomène d'attaque. Et puis vous voyez surtout que les harmoniques ont tendance à disparaître, et plus leur ordre est élevé, plus leur fréquence est élevée, plus ils disparaissent rapidement. Et donc vous avez ici la lecture des différents harmoniques. Donc c'est une représentation intéressante, mais je ne l'ai pas utilisée dans cet exposé. Il y en a quelques exemples dans le livre. Et je voulais conclure la première partie par cette présentation. Alors maintenant, deuxième partie, comment fonctionnent les instruments de musique. Je vais passer pas mal de temps sur les instruments à vent. Alors, les instruments à vent, ils sont basés, et c'est vrai de toute l'acoustique, mais en particulier les instruments à vent, sont basés sur les propriétés de propagation des ondes de pression dans l'air. Vous le savez peut-être, le son, c'est une onde de pression, elle se propage dans l'air à une vitesse qui est constante, qui dépend de la température, mais qui est constant ici dans l'espace, qui est de 340 mètres par seconde, ce qui est à peu près 1200 km/h. Le mécanisme de propagation s'apparente un petit peu, et ce n'est pas parce que nous aurons Belgique-Israël tout à l'heure que je vous montre Laola, mais qui s'apparente à ce mécanisme de Laola, c'est-à-dire qu'on pousse à un endroit, on crée un son quelque part, et il va progressivement se transmettre aux voisins par le même mécanisme. Physiquement, ça se présente un petit peu plus comme ça. Vous avez des molécules d'air, et vous en déplacez une, elle vient pousser sur son voisin, qui vient pousser sur son voisin, etc. De façon un peu plus détaillée, on peut se représenter la manière dont, là je pense à un tube, typiquement le corps d'une flûte ou d'une clarinette, quand avec la bouche vous créez un son à une extrémité, eh bien comment se propage-t-elle? Un modèle phénoménologique qui est intéressant est celui-ci. C'est un modèle qui est constitué d'une série de petites masses. Vous imaginez une série de billes placées à l'intérieur du tube, connectées entre elles par des ressorts. Les petites masses représentent le caractère inertiel de l'air, son poids, le fait qu'il est pesant et qu'il résiste au mouvement avec de l'inertie, et les ressorts représentent la rigidité ou la compressibilité de l'air. À l'extrémité gauche, j'ai un petit piston, donc j'ai mon tube, l'air qui est à l'intérieur, et je l'excite par un petit piston qui va faire un mouvement d'aller-retour. Chaque ligne correspond à la position des différentes petites boules à un instant différent. Vous voyez, position A, point de départ, tous les ressorts sont au repos, je dirais, ils sont ni comprimés ni tendus, les masses sont à leur position de repos. L'instant d'après, le piston s'est mis en marche, il appuie sur la première masse, il comprime le premier piston. Si l'air n'avait pas de masse, tout bougerait en une fois. Comme il a une masse, il résiste au mouvement. Donc il est immobile, et toutes les autres aussi. À la ligne C,
le piston est arrivé à son point de déplacement maximal. La première petite masse qui est en contact avec le piston s'est déplacée de la même manière. Le deuxième, pardon, je perds chaque fois la souris. La deuxième petite masse a vaincu son inertie, vient comprimer le deuxième ressort, mais la troisième masse ne s'est pas encore mise en mouvement. Ligne D, je ne vais pas les faire toutes. Ligne D, le piston a commencé à reculer. La première masse, évidemment, le suit. Le premier ressort est tendu entre les deux, mais la deuxième masse, de nouveau entraînée par son inertie, ne s'arrête pas tout de suite, ne peut pas revenir en arrière. Elle comprime le deuxième ressort, fait enfin se déplacer la troisième masse, et ainsi de suite. Et vous voyez, si vous passez ce diagramme en revue, que toutes les masses vont finir par se mettre en mouvement, mais chaque fois avec un petit temps de décalage par rapport à la masse précédente. C'est ça ce qui se propage. Ce qui se propage, ce n'est pas la petite masse qui est en contact avec le piston. Elle ne fait que suivre le piston, mais au total, après un tour, elle n'a pas bougé. Les autres non plus. Ce qui s'est déplacé, c'est une information sur le mouvement et un désir de mouvement, je vais dire, qui se propage à la vitesse du son. Et donc, si maintenant vous tracez le mouvement du piston, qui est une sinusoïde, vous voyez que les autres points dans le tube se sont déplacés, suivent le même mouvement, mais avec un décalage. Et si elles sont distantes de delta x, et que le décalage temporel entre leurs mouvements est de delta t, bien la vitesse du son est simplement delta x sur delta t, c'est ça qui vaut 340 mètres par seconde. Je vais passer là-dessus. Donc quand une onde se propage, quand je parle, il y a simplement une onde de pression qui naît dans ma gorge, qui se propage dans la salle et qui finit par arriver à vos oreilles. Mais elle va aussi se refléter sur les murs, les plafonds, etc. Et dans un instrument de musique, l'aspect réflexion est important et il y a deux types de réflexion. Vous avez une réflexion, imaginez, vous envoyez au temps zéro une petite vague, une petite onde vers l'extrémité du tube, et cette extrémité du tube, je l'imagine, parfaitement fermée. Eh bien, vous voyez que l'onde s'approche progressivement de la fin du tube, vient s'écraser sur la paroi qui ferme le tube, et puis repart en marche arrière sans avoir été transformée. C'est ce qu'on appelle une réflexion sur une section fermée, sur une surface rigide. L'onde repart en arrière sans modification. Par contre, si l'extrémité du tube est ouverte, ça va peut-être vous surprendre, mais l'onde, elle ne va pas sortir du tube. Elle va rester dans le tube, elle va s'y réfléchir également. Mais elle ne va pas se réfléchir de la même façon. Vous voyez que l'onde arrive à la fin du tube, elle est comme absorbée à l'intérieur de l'extrémité du tube qui la renvoie, mais qui la renvoie cette fois-ci avec un renversement de l'onde. Et ça, c'est très important, vous verrez que ça fait la différence entre plusieurs types d'instruments de musique, suivant qu'ils ont des sections ouvertes ou des sections fermées. Alors maintenant, je vais analyser un peu plus en détail un instrument un peu particulier, puisqu'il n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Et il n'est pas très intéressant, mais par contre, il a l'avantage de présenter les choses de façon claire. Vous avez un tube fermé à droite, et à gauche, il est fermé par une... Donc c'est un tube très étroit, comme une flûte. Il est fermé par une petite membrane sur laquelle je peux venir frapper à intervalles réguliers. Quand je frappe à l'extrémité gauche, la petite impulsion, comme celle que je dessinais tout à l'heure, va jusqu'au fond du tube, s'y réfléchit, comme le tube est fermé, s'y réfléchit sans retournement, et puis revient à son point de départ. Donc une impulsion qui est donnée à l'extrémité gauche de la colonne d'air, dont la longueur est L, se réfléchit à l'extrémité droite avant de revenir, et elle fait cet aller-retour en un temps qui est simplement le parcours total, 2 fois la longueur, divisé par la vitesse à laquelle elle se déplace. Il n'y a rien de magique là-dedans. Par exemple, pour un tube qui aurait 34 cm de longueur, cet aller-retour se fait en 2 millisecondes. Maintenant, imaginez que j'envoie 2 impulsions, tac-tac, séparées d'une toute petite distance. Mais en fait, il ne se passe rien d'intéressant. Les 2 composantes se déplacent, gardent leur déphasage, leur décalage dans le temps, et puis reviennent à leur point de départ. Il ne s'est rien passé d'intéressant. Mais si je suis un peu plus patient, j'envoie une première onde. Elle arrive au fond du tube, elle se réfléchit. Et si, juste à l'instant où elle se réfléchit, j'envoie une deuxième onde, une deuxième impulsion,
j'ai deux ondes maintenant d'amplitude égale qui se propagent en même temps, j'ai donc une onde d'amplitude 2. Et si j'attends encore un aller-retour avant d'envoyer la troisième, eh bien j'ai une amplitude 3, puis 4, puis 5, puis 6. Et comme c'est un temps extrêmement court, c'est de l'ordre de la milliseconde, eh bien j'ai très très vite une très grande croissance du son. Il y a ce qu'on appelle résonance. C'est exactement le même mécanisme que celui d'une balançoire. Si vous mettez votre enfant sur la balançoire, puis que vous le poussez, chaque fois que la balançoire revient vers vous, vous donnez une toute petite impulsion. À un moment donné, l'enfant va énormément se balancer. Chaque petite impulsion se rajoute aux précédentes pour créer un mouvement de grande ampleur. C'est ce qu'on appelle donc une résonance. Alors, je ne dois pas nécessairement être aussi patient que ça. J'envoie une première impulsion, elle arrive dans le fond du tube. Si à ce moment-là, j'en envoie une deuxième, elles vont se croiser bien gentiment, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Si maintenant j'en envoie une troisième, eh bien j'ai une impulsion d'amplitude 2 qui va vers la droite, l'impulsion d'amplitude 1 qui revient vers la gauche, et puis j'en envoie une quatrième. Maintenant c'est 2 et 2, puis je vais avoir 3 et 2, puis 3 et 3, puis 4. Donc la croissance liée à cette accumulation d'impulsions sera un peu plus lente, mais fondamentalement j'ai le même mécanisme. Et donc, pardon, je vais peut-être reprendre le transparent précédent. Vous voyez que si les petites impulsions que j'émets à gauche ont un rythme égal qui est donné par la période 2 fois la longueur divisée par la vitesse du son, j'ai résonance. Mais en fait, c'est vrai dès que la période est un sous-multiple de 2L sur C, donc 2L sur N fois C. Donc, c'est par ce mécanisme, si vous voulez, si je prends l'exemple d'une flûte, si l'excitation est exactement à cette fréquence qui correspond à la durée d'un aller-retour ou d'une fraction d'aller-retour, le son va grimper. Et en fait, quand vous jouez une flûte, le son à ces fréquences-là est tellement plus élevé que les autres que vous n'entendez pratiquement que ça. Et donc, vous allez avoir un son qui est caractérisé par ces fréquences de résonance qui sont C sur 2L, 2C sur 2L, 3, 4, 5, 6, C sur 2L. Et donc, naturellement, un instrument à vent, même s'il est celui que je vous ai présenté est un peu particulier, va créer un son harmonique constitué d'un fondamental dont la fréquence est simplement, par exemple, si vous prenez un tube de 50 cm, 2 fois 50 cm, 1 mètre, 340 divisé par 1, 340, eh bien, un tube de 50 cm de long va produire un son dont le fondamental est à 340 Hz, et puis tous les multiples de 340 Hz. Maintenant, prenons l'exemple d'un tube ouvert. En fait, je vous avais dit qu'il existe deux types de réflexion, et on peut faire l'analogie avec, vous savez, quand les enfants jouent parfois avec des cordes, à envoyer des ondes sur les cordes. Si au bout de la corde, vous mettez un petit anneau, et que cet anneau est monté sur un piquet, et qu'il est libre de monter et descendre, vous voyez que l'onde que vous envoyez vers le piquet revient sans changement de signe, alors que si vous fixez le point, ce qui correspond au cas d'une section fermée, c'est une analogie mécanique, je dirais, au problème acoustique, vous voyez que l'onde se réfléchit avec un changement de signe. Alors, quelle est l'influence ? Eh bien, maintenant, je prends toujours mon petit diaphragme sur lequel je peux frapper, mais l'extrémité du tube est fermée. Alors, pardon, je vais peut-être été un peu vite, parce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Cette fois-ci, je suis obligé de m'intéresser au signe de l'onde, savoir si elle est vers le haut ou si elle est vers le bas. Parce que vous voyez que quand elle arrive à l'extrémité, comme c'est une extrémité ouverte, elle se réfléchit en se renversant. Donc si maintenant j'envoie une deuxième onde, j'en ai une vers le haut, une vers le bas, elles s'annulent l'une l'autre, il n'y a plus de bruit, il n'y a pas de résonance, il n'y a rien qui se passe. Donc je dois être encore plus patient, laisser cette onde renversée faire un deuxième aller-retour, se redresser et revenir, et c'est seulement à ce moment-là que je peux envoyer une deuxième onde, et qu'elle va bien s'additionner, elle va de nouveau faire deux allers-retours, là il faut être un peu patient pour les animations, deux allers-retours, et donc la résonance n'est plus, le trajet total que je dois attendre avant d'envoyer une deuxième impulsion n'est plus de 2L sur C, mais de 4L sur C. Et donc, ce qui marche je peux aussi faire les choses plus vite, ça fonctionne aussi pour tout multiple impair de cette période. Parce que si j'utilise des multiples, ça je vais vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire que les fréquences, les périodes sont 4L sur
un nombre impair, 2n plus 1, fois la vitesse du son. Alors pourquoi les harmoniques paires ne fonctionnent pas? Eh bien c'est que si vous laissez l'onde, c'est ce que je vous ai expliqué, laissez l'onde faire un aller-retour et que vous y ajoutez au bout d'un seul aller-retour une deuxième impulsion, comme je vous le montrais, ces deux impulsions s'annulent l'une l'autre. Ce qui fait que pour des instruments de ce type-là qui ont une extrémité ouverte, vous avez toujours un fondamental, mais il n'est plus le même que celui qu'on avait étudié tout à l'heure. C'est plus C sur 2L, c'est C sur 4L, donc il est 2 fois plus petit. Même exemple, un tube de 50 cm, 4 fois 50 cm, 2 mètres, 340 divisé par 2. Le fondamental sera à 170, mais vous n'aurez plus l'harmonique 2, 4, 6, vous n'aurez que les harmoniques 3, 5, 7 et 9. Donc vous avez des instruments qui sont caractérisés par un fondamental et tous les harmoniques, ou un fondamental et les harmoniques impairs. En réalité, les harmoniques paires seront un peu présents, mais très peu présents. Par exemple, dans une clarinette, vous n'avez que les harmoniques impaires. Le phénomène de résonance dans un tuyau, dans un tube, est en fait un phénomène d'onde stationnaire. Qu'est-ce que c'est qu'une onde stationnaire? C'est l'interférence entre une onde qui se déplace dans une direction et une onde identique qui se déplace dans l'autre. Ici, vous avez une onde progressive, la noire d'abord, la grise ensuite, la fine en troisième lieu. Donc à 3 instants différents, l'onde s'est déplacée. Mais comme dans un tube, vous avez des ondes réfléchies qui se propagent dans l'autre sens, donc de la droite vers la gauche, eh bien quand vous additionnez l'onde progressive et l'onde régressive, vous obtenez ce qu'on appelle une onde stationnaire. Et une onde stationnaire est une onde dont les nœuds, c'est-à-dire les points où la variation de pression est nulle, ces points ne se déplacent pas. Et ça va être très important pour pouvoir changer les tons d'un instrument avant. Alors là, le son n'est pas nul aux autres fréquences. Vous voyez sur ce diagramme la pression acoustique en un point donné du tube en fonction de la fréquence. Donc l'axe des ordonnées donne l'amplitude du son ou de la fluctuation de pression, l'axe horizontal différentes fréquences, et vous voyez qu'aux fréquences de résonance du tube, vous avez une asymptote et donc des fréquences, des variations de pression qui sont très importantes et qui sont, ici vous avez le cas d'un tube fermé avec des résonances à tous les harmoniques, et là vous avez le cas d'un tube ouvert avec uniquement les harmoniques impaires. Mais le son n'est pas nul entre les résonances. Donc en fait, le tuyau va laisser passer ou va produire, si avec votre bouche, en soufflant sur le biseau d'une flûte, vous produisez un très grand nombre de fréquences différentes, les fréquences de résonance du tuyau vont évidemment être considérablement amplifiées, mais les autres vont être maintenues, donc vous aurez quand même un spectre relativement large, mais clairement dominé par les résonances du tuyau. Alors maintenant, on en arrive, bon, ça c'est bien, le tuyau c'est une chose, mais après, il y a différentes manières de produire le son dans un instrument avant. Et vous en avez fondamentalement deux, ce qu'on appelle les anches et les biseaux. Les anches, vous en avez de 4 types. Vous avez dans les clarinettes, les cordes basse-aile, saxophones, ou dans certains jeux d'orgue, vous avez ce qu'on appelle des anches battantes. Peut-être que le plus facile à visualiser, c'est celui de la clarinette. C'est une simple lamelle de bambou et qui est libre de battre quand on souffle dessus. En fait, ce qui se passe quand vous soufflez dans une clarinette, vous envoyez un jet d'air sur la languette, sur l'anche, et le jet d'air, il n'arrive pas à rester stable. Il va passer alternativement au-dessus et en dessous de cette languette. Et en faisant ça, il va, à tour de rôle, appuyer sur la languette et pousser sur la languette. C'est-à-dire ouvrir le flux d'air, fermer le flux d'air. Et ça va se passer à une certaine fréquence. C'est ça le mécanisme de production du son. Dans les accordéons, les harmonicas, les harmoniums, vous avez ce qu'on appelle des anches simples, libres. Les bassons sont un peu comme... les bassons, vous avez 2 anches qui sont face à face et qui vont s'ouvrir comme ça quand vous soufflez dessus. Et alors les cuivres, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est aussi un instrument, entre guillemets, d'un point de vue physique à anches, c'est ce qu'on appelle des anches lipales, parce que ce qui produit le son, c'est la vibration des lèvres quand vous soufflez. Alors,
tous les mécanismes d'anche, quels qu'ils soient, simples, doubles, libres, lipales, etc. De nouveau, la clarinette, c'est ce qu'il y a de plus simple à imaginer. Vous avez une petite lamelle en bambou, et c'est cette lamelle en bambou qui vient pousser régulièrement sur l'air. En fait, la lamelle, ou la hanche, impose sa vitesse aux molécules d'air. C'est-à-dire que si elle se déplace en vibrant à une certaine vitesse, l'air qui est en contact est obligé de se déplacer à la même vitesse. En termes physiques, on parle d'une source de vitesse. Et par ailleurs, quand l'onde se déplace dans le tube de la clarinette, va à l'extrémité, se réfléchit puis revient, elle vient frapper sur l'anche, et comme l'anche est dure, eh bien, elle se réfléchit sans retournement, sans changement de direction. Vous allez voir que c'est important aussi. Deuxième type de source, les biseaux. Flûte à bec, certains jeux d'orgue, jeux de bouche, jeux de bourdon. Alors, les biseaux n'imposent pas une... Enfin, quand vous soufflez sur un biseau, l'air de nouveau passe au-dessus et en dessous. Vous avez une série de tourbillons qui sont lâchés alternativement au-dessus et en dessous du biseau. Et ces tourbillons créent une certaine variation de la pression. Et donc on parle de sources de pression parce qu'elles imposent leur niveau de fluctuation de la pression à l'air. Mais quand le signal avance dans une flûte, revient en arrière, il trouve l'extrémité de la flûte ouverte, donc il s'y réfléchit avec retournement. Donc vous avez deux types de sources qui sont assez différents, deux types de systèmes excitateurs, hanche ou biseau. L'hanche est une source de vitesse, le biseau une source de pression. Quand l'onde vient frapper, après réflexion, vient frapper la bouche de l'instrument, elle se réfléchit à nouveau sans changement de phase pour les mécanismes à hanche, avec changement de phase pour les mécanismes à biseau. Et par ailleurs, au niveau de l'anche, vous avez un maximum de pression, un minimum de vitesse, ça j'y reviendrai, et pour le biseau, un minimum de pression et un maximum de vitesse. Et donc vous avez en fait 4 types d'instruments, suivant que vous combinez une extrémité ouverte et fermée, et à gauche, une hanche ou un biseau. Si vous avez par exemple, ou alors c'est peut-être ce qui est le plus éloigné d'un instrument de musique, mais imaginez un mécanisme à hanche, par exemple hanche lipale, avec un tube fermé. C'est un petit peu ce qu'on pourrait avoir avec des cuivres bouchés. Quand est-ce que je vais avoir résonance? Quand la longueur du tube est égale à un nombre entier de demi-longueurs d'onde. Effectivement, l'onde se propage de la bouche vers l'extrémité. Elle a parcouru une ou plusieurs demi-longueurs d'onde. Elle se réfléchit sans se retourner et elle revient à son point de départ en reparcourant de nouveau un nombre entier de demi-longueurs d'onde. Ce qui fait que le trajet total est d'un nombre entier de longueurs d'onde et vous avez résonance. Et vous avez plusieurs types de résonance qui correspondent aux distributions de pression que vous voyez ici. Le premier mode, quand la longueur du tube est une demi-longueur d'onde, vous avez bien, comme je l'ai indiqué ici, un maximum de pression, un minimum de vitesse, un maximum de pression, un minimum de vitesse, et la variation est une sinusoïde, mais je n'ai qu'une demi-longueur d'onde. Vous avez une deuxième résonance à une fréquence plus élevée, quand la longueur est égale à une longueur d'onde, et vous voyez que vous avez toujours maximum, maximum, mais cette fois-ci, vous avez une longueur d'onde complète, puis vous avez le mode 3 avec 3 demi-longueurs d'onde, etc. Ce n'est pas l'instrument le plus intéressant, mais voyons maintenant tous les bois, les cuivres et les jeux d'anches des orgues. Vous avez un système excitateur qui est une anche, c'est bon, je ne me suis pas trompé, un système excitateur qui est une anche, un tube qui est ouvert. L'onde, elle se propage du système excitateur vers l'extrémité, mais quand elle est à l'extrémité, elle se renverse, puisque c'est un tube ouvert. Si elle se renverse, c'est peut-être un peu difficile à imaginer, mais c'est un peu comme si on y rajoutait une demi-longueur d'onde. Elle gagne une demi-longueur d'onde juste en un instant. Elle se déphase de 180 degrés. Et puis elle revient. Et par contre, quand elle se réfléchit sur l'anche, puisque là c'est une section qui est fermée, qui est rigide, elle se réfléchit sans retournement. Eh bien, on peut voir que les résonances apparaissent quand
la longueur du tube est égale à un nombre impair de quarts de longueur d'onde. Ce sont les résonances en C sur 4L, 3C sur 4L, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand vous regardez la distribution de pression dans le tube aux fréquences de résonance, d'abord vous voyez que vous avez des fréquences de résonance qui sont le fondamental 3 fois et 5 fois le fondamental. Vous n'avez pas les résonances paires. Vous avez un maximum de pression au niveau de l'anche, un minimum de pression au niveau de l'ouverture, et vous avez un quart, 3 quarts, 5 quarts de longueur d'onde dans le tube. Troisième type d'instrument, certaines flûtes de Pan ou les jeux de bourdon des orgues, excitation à gauche par un biseau, tube fermé. Qu'est-ce qui se passe? Vous parcourez le trajet aller, l'onde se réfléchit sans retournement, vous refaites le trajet retour, mais sur le biseau, vous avez un retournement, ce qui équivaut à un lambda demi, et on peut assez facilement montrer que les résonances sont de nouveau impaires, le fondamental 3 fois et 5 fois le fondamental, mais cette fois-ci, le minimum de pression est à la bouche et le maximum de pression est à l'extrémité du tube, mais vous avez toujours un quart, 3 quarts, 5 quarts de longueur d'onde. Et puis dernier, après je vous assure, il n'y en a plus d'autres. Dernier mécanisme, toutes les flûtes, y compris certaines flûtes de Pan, enfin toutes les flûtes, flûtes à bec, flûtes traversières, certaines flûtes de Pan ont un tube ouvert, certaines ont un tube fermé, et puis les jeux de bouche des orgues, vous avez une excitation par biseau, un tube ouvert, et là vous avez de nouveau une résonance qui se produit. Le tube, l'onde parcourt le tube, se réfléchit sur l'ouverture avec un retournement, refait son trajet, mais là aussi se retourne. Donc vous avez en fait deux retournements aux deux extrémités qui quelque part s'annulent l'un l'autre, et vous avez tous les harmoniques qui sont excités, le fondamental, l'harmonique 2, l'harmonique 3, et vous avez une pression nulle aux deux extrémités avec une demi-longueur d'onde, deux demi-longueurs d'onde et trois demi-longueurs d'onde. Là, vous avez une typologie complète d'un point de vue physique des instruments à vent. Suivant que vous combinez un tube ouvert et un tube fermé à droite et un biseau ou une hanche à gauche, ben vous avez toute la famille des instruments de musique et leurs fréquences de résonance. Donc je pense que j'ai dit l'essentiel. Peut-être pour répéter, un instrument à vent va naturellement produire des sons qui sont constitués d'un fondamental, et ce fondamental est à une fréquence qui est la vitesse du son divisée par 2 fois la longueur du tube pour une flûte et 4 fois la longueur pour des instruments de type clarinette. En plus du fondamental, vous avez des harmoniques dont les fréquences sont des multiples du fondamental. Pour la flûte et les instruments du même type, vous avez tous les multiples. Pour la clarinette, vous n'avez que les multiples impairs. Alors c'est très bien évidemment, mais si on a un tube de longueur fixe, on ne peut pas faire beaucoup de musique. Donc il faut pouvoir sur un même instrument jouer plusieurs notes. Alors pour changer la fréquence du fondamental, vous avez 3 mécanismes. Le plus simple, c'est celui du trombone. Vous changez la longueur du tube en déplaçant la coulisse. Donc là, directement, vous jouez sur la longueur du tube. Donc c'est mon petit L dans ma formule. Donc le fondamental est C sur 2L, mais suivant que je joue grand ou que je joue petit, j'ai un L qui est plus grand ou qui est plus petit, donc j'ai une résonance qui est plus grave ou qui est plus aiguë. Plus malin, vous avez le mécanisme de la trompette. Alors, moi, quand j'étais petit, je voulais jouer de la trompette parce qu'il y avait que 3 boutons, c'était plus facile. Bon, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce que déjà, vous pouvez les jouer 2 par 2 ou 3 par 3, donc vous avez 8 combinaisons. Comment ça fonctionne? En fait, quand vous enfoncez un piston, vous mettez en contact différentes tubulures. Donc là, vous avez la trompette dans son mode le plus aigu. L'onde se déplace, pas tout à fait linéairement, mais enfin se déplace suivant un chemin relativement court entre la bouche et le pavillon. Par contre, vous voyez que quand vous fermez, eh bien, vous obligez l'onde à parcourir un chemin plus important et vous montez ou vous descendez le son d'un ton et demi, d'un demi-ton. Ça dépend des pistons et des types d'instruments. Donc ça, c'est très intelligent parce que ça réduit l'amplitude. Et puis, il y a tous les instruments, j'appellerais un peu vulgairement à trous.
type flûte, saxophone, clarinette, etc. Alors comment ça fonctionne? Prenons l'exemple d'une clarinette. Quand vous jouez tous les tubes bouchés, en première approximation, l'onde ne voit pas les trous et elle se déplace et elle se réfléchit sur toute la longueur du tube. Je vais avoir une résonance en C sur 4L où elle est toute la longueur du tube. Quand j'ouvre un des trous, eh bien, toujours en première approximation, quand l'onde avance, enfin ici descend le long du tuyau, elle va avoir l'impression que le tuyau s'arrête à ce niveau-là. Et c'est ça que vous allez avoir comme résonance, parce que ce petit trou crée ce qu'on appelle une condition de pression nulle. Tout se passe comme si la fin du tube se passait là. Et si vous levez les 4 trous, eh bien vous avez quelque chose, vous avez un tube qui est encore plus court, donc une longueur qui est encore plus courte, et un son qui est encore plus aigu. Donc les trous fonctionnent de cette manière-là, mais vous savez que sur les instruments avant, vous avez pas seulement les trous, vous avez des registres. Par exemple, pour une clarinette, ce qu'on appelle un registre de 12e. C'est un trou qui est activé par une clé à l'arrière de la clarinette qu'on peut ouvrir ou fermer. Eh bien, ce trou est placé très intelligemment. Quand il est fermé, pour la caméra, je ne vais peut-être pas bouger tout le temps, quand il est fermé, évidemment, il n'est pas vu par l'onde. Vous avez une résonance quart d'onde. Vous voyez que vous n'avez qu'un quart d'une onde complète qui apparaît dans le tube. Et dès que vous ouvrez le tube, vous ouvrez le registre, il est petit le registre, donc il ne va pas suffire à ce que l'onde ait l'impression que le tuyau s'arrête à ce niveau-là, mais va imposer à l'onde un point de passage par 0 à cet endroit-là et va faire basculer la résonance d'un mode quart d'onde à un mode 3/4 d'onde qui est à une fréquence triple. Et multiplier la fréquence par 3, c'est comme la multiplier par 2 et par 3/2, c'est-à-dire par une montée d'une octave et d'une quinte, ce qui est bien une 12e. Et donc vous pouvez, d'un simple coup de pouce, basculer une 12e plus haut grâce à ces trous de registre. Donc les instruments avant engendrent naturellement des sons qui sont constitués d'une combinaison de sons purs, qui ont une seule fréquence, mais dont les fréquences sont toutes multiples d'un même fondamental. Et on peut changer la fréquence, la hauteur du fondamental, en changeant la longueur résonante du tube. Alors la présentation que j'en ai faite est assez simpliste. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Mais je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais on peut mesurer ou calculer jusqu'à un certain point ce qu'on appelle l'impédance du tuyau d'un instrument de musique, c'est-à-dire le rapport entre l'amplitude de la fluctuation de pression et l'amplitude de la fluctuation de vitesse. Et par exemple ici, pour un La sur un doigté standard d'un La sur une flûte Böhm, vous avez, quand on mesure à l'entrée de la flûte ce rapport pression sur vitesse, on obtient une courbe qui a des asymptotes, enfin qui a des pics et qui passe par des valeurs très basses. Donc c'est une alternance de maximum et de minimum. Et en fait, les notes qui seront jouées par l'instrument, suivant le type d'embouchure, va correspondre soit au maximum, soit au minimum. Si vous avez un instrument de type biseau, les résonances apparaîtront au moment où l'impédance passe par 0. Et par contre, si vous avez un mécanisme de type hanche, les sons, les résonances apparaîtront au moment où l'impédance est infinie. Mais là, c'est un petit peu compliqué. Mais malheureusement, ces courbes d'impédance sont plus compliquées que ce que j'ai indiqué. En fait, il y a énormément de subtilité dans le choix du diamètre des trous, la position des trous, et c'est assez miraculeux, c'est vraiment miraculeux que les facteurs d'instruments, déjà il y a plusieurs siècles, aient eu la patience et su avoir l'intuition de placer leurs trous exactement au même endroit, parce que la théorie que j'ai présentée, si vous faites un instrument avec cette théorie, vous aurez un très mauvais instrument. Donc la théorie n'est qu'une très grosse approximation de la complexité réelle d'un instrument. Et le temps passant, je ne peux pas en parler plus que très très rapidement. Il y a aussi d'autres subtilités. Une que j'ai volontairement passée sous silence,
c'est ce qu'on appelle la perce de l'instrument. Vous avez des instruments à perce cylindrique, c'est-à-dire que le trou à l'intérieur de l'instrument est un cylindre, il est droit, la section est constante. Mais vous avez aussi des instruments comme le saxophone qui sont à perce conique. Et les instruments à perce conique ont une physique qui est un peu plus compliquée que celle que j'ai présentée. Et autre aspect que je n'ai pas présenté, c'est le pavillon. Le pavillon joue un rôle très important, et notamment dans la fixation de la valeur exacte de cette impédance. Et suivant la forme du pavillon n'est donc pas qu'un élément décoratif, il assure d'une part le rayonnement du son, mais il modifie également ce qu'on appelle les partiels, c'est-à-dire les fréquences réelles à laquelle le son est produit. Si vous avez encore un peu de patience, je vais vous parler des instruments à cordes. Alors, j'en parle moins que des instruments à vent, tout simplement parce que la physique est fondamentalement la même. Si vous prenez une corde de piano et que vous venez frapper en un certain point, vous générez un impact. De nouveau, chacune des lignes qui sont ici représente la situation à un instant différent. Eh bien, de la même manière que les ondes de pression avancent dans le tube à une vitesse qui est donnée, eh bien, la perturbation que vous avez imposée par cet impact va se propager le long de la corde à une vitesse qui est fixée par les propriétés mécaniques de la corde, c'est-à-dire essentiellement sa tension et sa masse par unité de longueur. Le diamètre n'est qu'une manière d'assurer une plus grande masse. Le diamètre en soi est vraiment tout à fait de troisième ordre pour la mécanique de la corde en ce qui nous concerne. Et donc vous voyez que la grosse différence avec les tubes, c'est que l'impact n'est pas imposé à une des extrémités. Il est imposé à un endroit déterminé qui est la position des marteaux. Donc la perturbation, elle peut se propager dans les deux directions. C'est ce qui est matérialisé par les petits triangles noirs et gris. Vous voyez que le triangle noir, il va se propager vers la gauche, le triangle gris vers la droite, et l'un comme l'autre, quand ils arrivent à l'extrémité de la corde, se réfléchissent mais en se retournant. Et donc vous pouvez, si on suit le noir par exemple, il se propage, il est entre guillemets dirigé vers le haut, il se renverse, il repart dans l'autre sens, il croise le petit triangle gris, ça n'a pas beaucoup d'importance, il continue, il se renverse de nouveau, et finalement, au bout d'un certain temps, les deux ont fait leur aller-retour et se sont retrouvés au même endroit. Et en fait, si je renvoie de nouveau un impact à ce moment-là, eh bien, je vais avoir, comme tout à l'heure pour le tube, un phénomène de résonance, une croissance de l'amplitude de la vibration. Et donc, toute vibration de la corde qui se passerait à un autre rythme aurait un impact sonore très faible. Seuls ceux qui se produisent à ce rythme-là sont importants. C'est ce qu'on appelle les résonances de la corde. Et la corde, elle peut résonner exactement comme pour le tube, sauf qu'on n'a pas toutes ces subtilités de tube ouvert et tube fermé. Les deux extrémités de la corde sont toujours fermées. Et donc on a tous les harmoniques qui sont présents. Le premier mode de la corde correspond simplement à un battement, je dirais, d'ensemble de la corde. Le mode d'ordre 2 qui se passe à une fréquence qui est C sur L, où c'est la vitesse de propagation des ondes de flexion de la corde. Vous avez les deux parties de la corde qui vibrent en opposition de phase. Puis là, vous avez la corde qui est divisée en trois parties, les deux extrémités qui vibrent ensemble et le centre qui vibre en opposition de phase. Et puis vous continuez comme ça, exactement comme pour le mécanisme du tube. Vous avez une demi-longueur d'onde, deux demi-longueurs d'onde, trois demi-longueurs d'onde. Donc exactement comme pour les tubes, une corde va naturellement produire des sons harmoniques qui contiennent un fondamental et l'ensemble de ces harmoniques dans des proportions différentes. Qu'est-ce qui va déterminer pourquoi est-ce qu'un piano, une guitare et un clavecin ne sonnent pas de la même manière, ou une vielle ou un violon ne sonnent pas de la même manière? C'est le mécanisme d'excitation. On n'a pas comme dans les tubes les sections ouvertes, sections fermées, mais on a cette différence de système excitateur. Prenons l'exemple d'une guitare. Vous jouez une note sur la guitare, alors imaginons on joue très très lentement et une note unique. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la corde, on la déplace de sa position d'équilibre, et puis on la lâche, et elle va vibrer. Et en fait,
en fonction de la forme que vous donnez à la corde au départ, avant de la laisser vibrer librement, eh bien, vous allez exciter dans des proportions différentes les différents modes. Parce que les différents modes, exactement comme quand on avait fait l'analyse de Fourier sur un signal temporel, on avait additionné des sinusoïdes pour produire un signal complexe. Eh bien ici, je vais faire la même chose, je vais additionner les modes dans des proportions variables jusqu'à ce qu'ils reconstituent ensemble la déformée de départ de ma courbe. Et vous voyez que vous avez ici, pour une corde qui est pincée en son milieu, avec un plectre, ça n'apparaît pas très clairement, on dirait que c'est arrondi, mais le cas qui est représenté correspond bien à un plectre au milieu. Eh bien, vous voyez que comme elle est en plein milieu, les modes pairs ne sont pas excités, et vous avez le mode 1, donc là, le fondamental, l'harmonique 3, 5, 7, 9, 11, qui sont excités dans des proportions variables, et vous avez donc un spectre sonore qui est très largement dominé par le fondamental, mais vous avez un petit peu des autres harmoniques. Par contre, si vous prenez la corde à, je crois que c'est 1/5, c'est à 1/5 de sa longueur, eh bien vous n'aurez pas, pour reconstituer cette déformée initiale de la corde, vous aurez besoin d'une autre combinaison de modes. Là, les modes 1, 2, 3, 4 seront excités, le mode 5 ne sera pas excité, le mode 6, 7, 8, 9 sera excité, le mode 10 ne sera pas excité, et vous aurez donc un autre spectre plus riche. Et ceux qui jouent de la guitare savent qu'effectivement jouer bien au milieu de la corde ou jouer au contraire près d'une extrémité ne produit pas du tout le même son, et le mécanisme trouve son origine ici. Vous savez peut-être aussi que puisque ici j'ai pris une corde et je l'ai pincée à 1/5 de sa longueur, vous voyez que l'harmonique 5 n'est pas excitée. Je peux généraliser le résultat, et vous savez peut-être que les marteaux d'un piano viennent le frapper à 1/7 de la longueur de la corde. C'est pour éliminer l'harmonique 7, parce que l'harmonique 7 ne tombe pas dans la gamme, alors que les harmoniques 1 à 6 tombent dans la gamme. C'est-à-dire que le son produit par l'harmonique 7 ne correspond à aucun degré de la gamme, et donc il est légèrement dissonant, et on l'élimine comme ça, et de nouveau c'est assez miraculeux d'avoir trouvé ça à l'oreille, alors que moi il me faut des tonnes d'équations pour le comprendre. Donc voilà le spectre. Donc conclusion sur les cordes. Les cordes vibrent à des fréquences de résonance qui sont les multiples d'un fondamental, ça vous l'avez déjà entendu souvent, qui dépendent de la longueur de la corde, de sa masse et de sa tension. Le mode d'excitation, choc, frottement ou pincement, joue un rôle énorme dans la définition du contenu harmonique du son lié à un instrument à cordes, et le lieu de l'excitation également, plus ou moins près du sillet, plus ou moins près du milieu de la corde. Alors, petit problème, une corde, ça ne produit pas de bruit. C'est-à-dire que si je tends ici, entre les deux murs, une corde, je la joue, vous n'allez rien entendre ou pratiquement rien. Alors, comment ça se fait qu'on entend un instrument ? En fait, ce qu'on entend, ce n'est pas la corde, c'est la vibration du corps de l'instrument. Ce qui se passe, c'est que la corde, elle est fixée à un instrument, par exemple au corps d'un violon, qui est constitué de plaques minces de bois associés l'un à l'autre, pardon. J'ai dit une bêtise ? Non. Et donc, la corde, elle est fixée au violon, vous la faites vibrer, elle exerce, les mécaniciens appellent ça des réactions de liaison aux deux extrémités, là où elle est attachée, elle transmet ses vibrations au corps de l'instrument, et l'instrument, il en tire le meilleur parti possible, mais l'instrument, il a ses propres fréquences de résonance. Et ce que vous visualisez ici, c'est une observation par interférométrie holographique des vibrations d'un violon. L'interférométrie holographique, c'est simplement prendre deux hologrammes successifs à des intervalles très faibles et d'observer finalement quelque chose qui s'apparente au moiré, ce qu'on appelle des franges d'interférence entre les deux images, et qui vous permet de voir comment l'objet vibre. Et vous voyez qu'à différentes fréquences, le violon vibre de manière différente. À certaines fréquences, il vibre peu. À d'autres fréquences discrètes, bien identifiées, il vibre énormément. Et donc, les cordes injectent dans le corps du violon, un certain contenu fréquentiel, mais ce contenu fréquentiel est lui-même transformé par le violon qui va amplifier ses propres
fréquences de résonance et atténuer certains sons. Et donc la corde, c'est important, mais le corps du violon, c'est important. Et vous avez la même chose pour une guitare. Là, j'ai pris un travail qui a été fait par un de mes collègues de l'ENSTA, qui est un grand spécialiste de la physique des instruments de musique. C'est une modélisation par une méthode de calcul numérique qui s'appelle la méthode des éléments finis, de la dynamique d'une guitare. Et chaque image correspond à un type d'excitation de la corde. Donc en haut, vous avez 6 excitations différentes de la corde. Vous avez à chaque fois les vibrations de la table d'harmonie. La discontinuité de pression, ça c'est relativement peu important. Et puis ce que vous visualisez ici, c'est le son qui est rayonné par la guitare. Donc ce sont 2 plans, 3 plans en fait, qui permettent de visualiser le champ sonore généré par la guitare. Et effectivement, c'est en vibrant que la guitare engendre du bruit. Pareil pour un piano, ce ne sont pas les cordes qui font du bruit, c'est la table d'harmonie. Et là, vous avez une analyse, on appelle l'analyse modale expérimentale d'un grand piano qui a été publié par un collègue italien à une conférence à Louvain il y a quelques années. Donc, les cordes vibrent à des fréquences de résonance qui sont les multiples d'un fondamental. Le mode et le lieu d'excitation sont importants, mais en vibrant, les cordes exercent des forces sur le corps de l'instrument. Il induit des vibrations qui assurent le rayonnement sonore. Donc les fréquences naturelles de résonance de l'instrument lui-même influent sur le spectre du son émis et contribuent évidemment au timbre de l'instrument. Je pense que j'avais une petite animation, mais je vais voir si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner, pour vous montrer à quel point la vibration des cordes... Alors, c'est absolument réalisé sans trucage. Dixit YouTube. C'est un simple téléphone portable qui est mis dans le fond de la caisse d'une guitare. Donc, il n'y a pas d'amplification, je veux dire, pas d'amplification du phénomène. Et là, vous voyez quand même très clairement les ondes. Vous voyez qu'au moment où elles sont jouées, on a des sons de fréquence assez élevés, puis vous avez des fréquences beaucoup plus basses. Vous avez des cordes qui vibrent sans être jouées. Quand la vibration est très faible, c'est simplement que la note qui est jouée a comme harmonique un des harmoniques de l'autre corde qui se met à vibrer. Vous voyez que ça vibre bien à peu près comme je l'ai dit, mais encore de manière beaucoup plus compliquée. Alors, il me reste simplement à dire un mot sur les instruments à percussion, et je vais vraiment en dire très peu de choses. Alors, il faut faire la différence dans les instruments à percussion entre ce que j'appellerais, mais ça, ce n'est pas du langage musical, les vraies percussions, les tambours, les toms, les caisses claires, les grosses caisses, les timbales, etc. Et puis les instruments qui sont plus harmoniques, comme les xylophones. Mais les instruments de type tambour, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a une membrane sur laquelle on vient frapper. Et cette membrane va vibrer. Je ne vais pas vous surprendre en disant que comme la balançoire, ou comme le tube, ou comme la corde, elle vibre préférentiellement à un nombre discret de fréquences qu'on appelle ces fréquences de résonance. Et pour une membrane circulaire, vous avez ici une représentation des différents modes de vibration. Et la grosse différence entre un tube, une corde et ceci, c'est que le tube et la corde sont unidimensionnels, alors que la membrane ici est bidimensionnelle et qu'une cloche est tridimensionnelle. Et donc vous avez des modes de vibration qui sont beaucoup plus compliqués. Ici, ce que vous voyez, chaque fois que vous avez une petite ligne pointillée, c'est une zone où le déplacement est nul, c'est-à-dire où de part et d'autre, le déplacement se fait en opposition de phase. Donc vous avez d'abord un mouvement d'ensemble tout en phase, puis les 2 demi qui sont en opposition de phase, puis 4 quarts, puis d'autres modes qui apparaissent. Et par rapport au tube, la grosse difficulté, c'est que les fréquences des différents harmoniques ne sont pas multiples l'une de l'autre. Dans les tubes, on aurait eu F0, 2F0, 3F0, et là, on a des choses beaucoup plus complexes. Et donc, quand on joue une note, quand on joue un son sur un tambour, eh bien, on est en tendant le tambour d'une certaine manière ou en choisissant le bon tambour, on est maître du fondamental, mais on crée immédiatement des harmoniques qui, elles, ne sont pas du tout dans la gamme. Et donc, c'est pour ça que les instruments à percussion ne sont pas des instruments harmoniques sur lesquels on peut jouer une mélodie, mais de nouveau, évidemment, j'exclus le xylophone et d'autres instruments du même type.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur les instruments à percussion. Je pense que j'arrive tout doucement à la fin. Alors, j'espère que, je pense qu'après la première leçon la semaine passée, vous vous êtes peut-être dit que décidément rien n'est simple. Peut-être que vous vous dites maintenant que tout se complique encore. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais c'est toujours difficile. J'espère en tout cas que le sujet vous a intéressé. Et je suis évidemment tout prêt à accueillir vos questions. Et pour conclure, je reprends quand même la phrase de Jean-Claude Amessen qui de nouveau répond à ce que je disais la fois passée, que la science n'est pas là pour détruire la magie de la musique, mais pour révéler les sous-jacents, et qu'après le reste c'est de l'art, et que ça je n'en ai clairement pas parlé. Merci beaucoup de votre attention.